Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui du traitement de l'hypertension artérielle. Cette plaque nous montre un petit peu l'intérêt du traitement de l'hypertension artérielle. Quand on regarde cette méta-analyse, elle montre que pour une baisse de la pression artérielle systolique avec un traitement médicamenteux de 10 mm de mercure, on a une baisse significative des événements cardiovasculaires, que ce soit l'ensemble des événements cardiovasculaires ou bien les événements cardiovasculaires pris séparément, c'est-à-dire une coronaropathie, la survenue de coronaropathie, la survenue d'un accident vasculaire cérébral avec un bénéfice très net. Vous voyez que est plus important que pour l'atteinte coronarienne, et aussi pour l'insuffisance cardiaque avec un bénéfice très important. Pour l'apparition d'insuffisance rénale, il n'y a pas eu de différence significative, et cela peut s'expliquer par le fait que l'installation d'une insuffisance rénale liée à une hypertension artérielle ne se voit qu'après plusieurs années, plus que 10 ans d'habitude, alors que ces méta-analyses ou ces études ont suivi le patient entre 5 et 8 ans. Et aussi une baisse de la mortalité globale. Donc l'intérêt est flagrant de mettre un traitement de l'hypertension artérielle. Vous voyez ici, quel que soit le niveau de pression artérielle de départ, il y a un intérêt, même pour des pressions artérielles relativement basses. Alors, maintenant, quand commencer un traitement de l'hypertension artérielle? D'abord, les mesures de changement de l'hygiène de vie sont recommandées chez tous les patients. Même les patients qui ont une pression artérielle normale haute. Le traitement médicamenteux est commencé d'emblée en cas d'hypertension artérielle modérée à sévère. En cas de pression artérielle d'HTA légère, là, il faut passer par la stratification du risque cardiovasculaire avant de mettre en place un traitement médicamenteux. Vous voyez ici cette plaque qui nous résume un petit peu l'attitude thérapeutique en fonction du niveau de pression artérielle. Si la pression artérielle est normale haute, il faut considérer un traitement médicamenteux si le patient est à très haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il a déjà une maladie cardiovasculaire. En cas de grade 2 ou grade 3, immédiatement un traitement médicamenteux. En cas d'HTA grade 1, à ce moment-là, il faut passer par la stratification du risque cardiovasculaire. Alors, si on retrouve un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, à ce moment-là, on met d'emblée un traitement médicamenteux. Si le risque cardiovasculaire est modéré ou faible, à ce moment-là, on met en place les mesures d'hygiène de vie et on se donne 3 à 6 mois pour réévaluer le patient. Si la pression artérielle baisse, on s'arrête là. Sinon, on mettra en place un traitement médicamenteux. Alors maintenant, comment évalue-t-on le risque cardiovasculaire? Alors, sont considérés comme ayant un risque cardiovasculaire très élevé les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire avérée, clinique, ou bien une maladie cardiovasculaire documentée par une imagerie, même s'ils sont asymptomatiques, ou bien s'ils sont diabétiques avec une atteinte d'un organe cible, par exemple une protéinurie, ou bien diabétiques avec un autre facteur de risque majeur, c'est-à-dire par exemple une hypercholestérolémie sévère ou une HTA sévère. Ces patients-là
sont considérés comme à très haut risque cardiovasculaire. S'ils ont une insuffisance rénale sévère, ils sont à très haut risque cardiovasculaire. Ou bien, s'ils n'ont aucun des facteurs précédemment décrits, on calcule le risque score, on le verra tout à l'heure, qui estime la mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Alors, après, il y a le risque élevé. C'est soit des patients qui ont une élévation marquée d'un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire par exemple une HTA sévère, ils sont considérés d'emblée comme à haut risque cardiovasculaire, ou bien une hypercholestérolémie sévère, ou la plupart des diabétiques, c'est-à-dire les diabétiques sont considérés à haut risque, sauf exceptionnellement chez certains diabétiques jeunes de type 1. Ou bien c'est des patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche ou une insuffisance rénale modérée, ou bien un risque score calculé entre 5 et 10% de mortalité à 10 ans. Alors comment on calcule le risque score? D'habitude, d'ailleurs, le risque score ne se calcule que si le patient n'a pas les critères déjà cités, c'est-à-dire s'il est diabétique, c'est pas la peine de calculer le risque score, il est au moins à haut risque cardiovasculaire. Et le risque score n'est pas conçu pour des patients qui ont déjà un diabète ou qui ont déjà eu une atteinte cardiovasculaire. Donc, risque score, il y a des ABAC qui sont conçus pour deux genres de pays, si vous voulez, les pays à haut risque cardiovasculaire ou les pays à très haut risque cardiovasculaire. Donc il faut savoir dans quel pays on est et notre pays il appartient à quelle catégorie. Et puis après, vous voyez ici, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire habituels, donc homme ou femme, et chaque bloc il y a fumeur ou non fumeur, et vous avez en abscisse le taux de cholestérolémie et en ordonnée le taux de pression artérielle d'un côté et la catégorie d'âge de l'autre côté. Donc si on prend un exemple, un patient, un homme qui a 230 de cholestérol et qui est âgé de 54 ans par exemple, et il a une pression artérielle systolique à 160. Donc on va le classer. Il a un âge de plus de 53 ans, donc il va être ici. Il est non fumeur et il a un cholestérol supérieur à 225. Donc une pression artérielle à 160, donc il est là. Il a 6% de probabilité de mortalité cardiovasculaire dans les 10 ans. Donc il est à haut risque cardiovasculaire. Alors quand commencer un traitement, on a vu donc pour la pression artérielle normale haute, pour la pression l'HTA modérée et sévère, et pour l'HTA grade 1, donc on doit classer d'abord le patient à haut risque ou à très haut risque. On commence un traitement d'emblée, sinon on se donne 3 à 6 mois et puis on réévalue. Maintenant, quels sont les chiffres tensionnels à partir desquels on traite les patients? C'est les chiffres de définition de l'HTA, sauf pour le sujet de plus de 80 ans. Chez ces patients-là, on tolère une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des patients qui ont une rigidité artérielle qui fait que, rigidité artérielle périphérique, qui fait que la pression périphérique est
plus élevée que la pression centrale, et parce que aussi il n'y a pas eu d'études qui ont démontré quoi que ce soit à partir de 80 ans. La plupart des études ont exclu ces patients-là. Alors, quels sont maintenant les objectifs en termes de chiffres tensionnels? Quand on traite un patient, on a des objectifs à atteindre en termes de chiffres tensionnels. Pour la pression artérielle diastolique, c'est pareil pour toutes les catégories, que ce soit les catégories d'âge ou bien les comorbidités. C'est 70 à 79. Pour la systolique, c'est chez le patient de moins de 65 ans, c'est entre 120 et 130, sauf en cas d'insuffisance rénale où les objectifs c'est entre 130 et 140. À partir de 65 ans, l'objectif c'est plutôt entre 130 et 139. Alors le traitement bien sûr non médicamenteux doit être instauré d'emblée chez tous les patients. Il comporte évidemment une réduction de la consommation du sel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter plus de 2 grammes de sel. Vous savez que l'alimentation déjà comporte l'alimentation, enfin les fruits, les légumes, tout ce qu'on consomme comporte déjà du sodium et il ne faut pas rajouter plus de 2 grammes de sodium dans la cuisine. Et on va arriver comme ça vers 5 grammes à 6 grammes de sel par 24 heures. La réduction de la consommation d'alcool, un régime alimentaire équilibré, ça rentre dans le cadre, si vous voulez, de la prévention cardiovasculaire, puisque l'étude Interheart a démontré que une consommation de fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, réduit la mortalité cardiovasculaire. La réduction du poids a un effet direct sur la pression artérielle avec une réduction de l'ordre de 3 à 4 mm de mercure pour 5 kg de réduction. L'activité physique régulière, ça veut dire au moins 30 minutes par séance et au moins 5 séances par semaine. Et finalement l'arrêt du tabac qui a bien sûr des effets sur la mortalité cardiovasculaire indépendamment de l'hypertension artérielle et aussi ça provoque une élévation de la pression artérielle. L'arrêt du tabac diminue le niveau de pression artérielle. Alors quel traitement médicamenteux? Donc vous avez 5 classes de première intention. C'est pas nouveau, ça fait très longtemps qu'on parle de ces 5 classes. C'est les inhibiteurs de système rénine-angiotensine, les bêta-bloquants, les diurétiques et les anticalciques. Savoir que pour les anglo-saxons, enfin les britanniques, pardon, les bêta-bloquants ne sont pas considérés comme traitement de première intention. En fait, en réalité, quand on regarde les recommandations européennes, c'est pareil, hein, les bêta-bloquants ne sont pas considérés vraiment de traitement de première intention, puisqu'ils ne sont prescrits en première intention, sauf s'il y a une indication particulière, une insuffisance cardiaque, une arythmie, ou voilà, donc pas d'emblée. Pas en première intention. Il y a les autres classes en seconde intention, la spironolactone et les antihypertenseurs centraux. Alors quel traitement? Actuellement on recommande plutôt une bithérapie. Une bithérapie avec une association, c'est-à-dire un seul comprimé qui comporte 2 médicaments pour augmenter l'adhérence au traitement. Souvent un inhibiteur de système de rénine-angiotensine plus un anticalcique ou un diurétique. Les seuls cas où on est amené à mettre une monothérapie, c'est les patients soit très âgés de plus de 80 ans et les patients qui sont à risque cardiovasculaire faible
avec une pression artérielle systolique limite, c'est-à-dire inférieure à 150 mm de mercure. Sinon, pour la plupart des patients, c'est une bithérapie, une association médicamenteuse, un comprimé. Si ça ne marche pas, on peut augmenter et souvent, si possible, une triple association dans le même comprimé. On rajoute en fonction de notre choix, le premier choix, on rajoute soit un diurétique, soit un anticalcique. Troisième étape, si le patient n'a pas atteint les objectifs tensionnels, à ce moment-là, on peut parler d'HTA résistante et on peut rajouter de la spironolactone ou bien un autre médicament, un bêta-bloquant, un autre diurétique ou d'autres traitements antihypertenseurs de seconde intention. Alors pour les patients insuffisants rénaux, intérêt des diurétiques de l'ANS, c'est la seule particularité parce que les autres diurétiques ne marchent pas très bien, notamment quand il y a une insuffisance rénale sévère. Les thiazidiques ne sont pas très efficaces. Et au contraire, enfin, les diurétiques de l'ANS marchent mieux. Et en plus, dans la physiopathologie de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance rénale, l'inflation hydrosodée a une partie, constitue le mécanisme prépondérant par rapport à la vasoconstriction. Donc l'intérêt aux diurétiques de l'ANS est important. Alors, on parle d'HTA résistante si on n'arrive pas à baisser la pression artérielle sous trithérapie comportant un diurétique. Alors, il faut la confirmer par une mesure ambulatoire parce qu'il peut s'agir d'une HTA blouse blanche. Il faut éliminer une pseudo-HTA résistante, c'est-à-dire une non-adhérence au traitement, un patient qui ne prend pas bien son traitement. L'effet blouse blanche, on vient d'en parler. Des calcifications importantes au niveau brachial, ce qui fait que l'onde de pouls et la pression artérielle est un petit peu amplifiée par rapport à la pression centrale. Ou bien une mesure qui n'est pas les mesures qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire un brassard inadapté, ou bien prendre une pression artérielle avec un brassard électronique chez un patient qui a une arythmie. On sait très bien que ça ne marche pas. Donc les erreurs de mesure, il faut s'en franchir. Alors, éliminer une cause d'HTA résistante, ça peut s'agir d'un traitement qui fait monter la pression artérielle, souvent des AINS ou bien des corticoïdes ou des décongestions non nasaux qui sont des vasoconstricteurs, une apnée du sommeil, une HTA secondaire, souvent une sténose de l'artère rénale, ou bien une mauvaise hygiène de vie, une obésité importante, une consommation de sel importante ou une consommation d'alcool, ou bien une atteinte organique liée à l'HTA, par exemple une atteinte rénale ou une rigidité artérielle importante. Après avoir éliminé tout ça, on peut référer le patient à un centre d'expertise. Il faut baisser les chiffres tensionnels, donc rajouter éventuellement de la spironolactone. Si le patient ne tolère pas la spironolactone ou a une contre-indication, on peut rajouter autre chose, les bêta-bloquants ou des diurétiques ou bien des antihypertenseurs, des vasodilatateurs. Alors, un petit mot sur l'HTA à la grossesse. Donc, on peut classifier l'HTA de la grossesse en fonction de une classification, si vous voulez, temporelle. Ça peut s'agir d'une HTA préexistante qui est découverte par définition avant 20 semaines d'aménorrhée, peut être associée ou pas à une protéinurie.
peut s'agir d'HTA gravidique qui survient après 20 semaines d'aménorrhée et régresse le plus souvent dans les 6 semaines après l'accouchement. Il peut s'agir d'une prééclampsie, c'est-à-dire une HTA gravidique avec une protéinurie supérieure à 0,3 g par litre par 24 heures, ou bien une HTA préexistante avec prééclampsie surajoutée. Donc d'où l'intérêt de faire des mesures avant 20 semaines d'aménorrhée. Donc on peut diagnostiquer une HTA avant 20 semaines d'aménorrhée. Il faut faire bien sûr un bilan qui comporte la mesure de la protéinurie. Si la protéinurie était négative et que, par exemple, au fil du temps, après 20 semaines d'aménorrhée, ça se positive, à ce moment-là, on peut parler d'HTA préexistante avec prééclampsie surajoutée. Ce n'est pas le même pronostic. La prééclampsie a un pronostic beaucoup plus péjoratif. Ou bien on peut ne pas pouvoir classer cette hypertension artérielle si aucune mesure n'a été réalisée avant 20 semaines d'aménorrhée. Maintenant, la classification de la sévérité, il faut savoir que pendant la grossesse, on ne parle jamais d'HTA légère. Elle est soit modérée ou sévère. Modérée si elle est entre 140 et 160, et ou une diastolique entre 90 et 110. Elle est sévère à partir de 160 mm de mercure de systolique et ou une diastolique ce seuil ne change pas, c'est 110 mm de mercure. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter chez la femme enceinte qui a une hypertension artérielle? Il faut hospitaliser en urgence une parturiente qui a une pression artérielle systolique supérieure à 170 ou bien une pression artérielle diastolique supérieure à 110, même en l'absence de tout signe de prééclampsie. Il faut dans ce cas-là débuter un traitement par alpha-méthyldopa ou bien en intraveineux du labétalol ou de la nifedipine. S'il y a des signes de prééclampsie, c'est-à-dire douleur abdominale lombaire, troubles visuels, thrombopénie, hyperuricémie ou une lyse hépatique, à ce moment-là, peu importe les chiffres tensionnels, il faut hospitaliser la patiente. Alors il faut savoir aussi que les IEC et les ARA2 sont contre-indiqués, les diurétiques sont déconseillés parce qu'il y a déjà une hypovolémie, et on peut prescrire les bêta-bloquants, mais il faut faire attention parce qu'il y a un risque de retard de croissance intra-utérin, surtout avec l'athénol. Alors voici les recommandations européennes. Donc on commence le traitement en cas de grossesse et HTA. S'il s'agit d'une HTA gravidique, c'est les mêmes seuils que la population générale, c'est-à-dire à partir de 90-140. S'il s'agit d'une HTA préexistante, c'est 150-95. Il faut hospitaliser à partir de 170-110 et bien sûr, on a parlé, le traitement est l'alpha-méthyldopa ou bien le labétalol ou les anticalciques. Alors, on a terminé avec la femme enceinte. Il faut en parallèle traiter l'HTA et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire. Si vous avez une dyslipidémie, il faut la traiter en fonction du bilan lipidique et du risque cardiovasculaire du patient. Il faut bien sûr équilibrer le diabète avec comme objectif une hémoglobine glycée inférieure à 7. Et il faut noter aussi chez le diabétique l'intérêt des nouveaux inhibiteurs SGLT2. Alors, quel suivi? Il faut savoir que le traitement, une bithérapie, une association médicamenteuse, entraîne une baisse de la pression artérielle à partir d'une semaine à 2 semaines de son instauration. Et la pression artérielle continue à baisser jusqu'à 2 mois d'évolution.
Donc il faut que la première visite soit dans les 2 mois pour évaluer l'efficacité d'un côté et de l'autre côté les effets secondaires, parce que la plupart des médicaments entraînent des effets secondaires, notamment des par exemple des hypotensions orthostatiques qui sont assez fréquentes. Et puis on va faire des visites routinières de suivi chaque 3 à 6 mois. Maintenant, comment suivre un patient qui a une pression artérielle normale haute ou bien une HTA blouse blanche? Il faut savoir que c'est des patients qui ont souvent de multiples facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont un risque d'évoluer vers une hypertension artérielle. Donc il faut un suivi au moins annuel pour détecter le passage vers une hypertension artérielle. Et il faut faire des mesures ambulatoires par soit une MAPA ou bien une automesure. Alors en cas d'une pression artérielle élevée au contrôle, quoi faire? Il faut bien sûr vérifier l'adhérence au traitement. C'est la première cause d'une pression artérielle élevée lors du contrôle. Et l'adhérence au régime aussi. La prise d'autres médicaments, c'est très classique, il faut toujours le rechercher. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter le traitement? On peut être amené à baisser le traitement, parfois avec la correction des facteurs de risque, de l'obésité, du tabac, de la pratique du sport et tout ça. La pression artérielle peut baisser et donc on peut être amené à baisser les doses ou bien le nombre de médicaments. Parfois, on peut même arrêter le traitement complètement. Mais il faut les surveiller de près parce qu'il peut y avoir un effet rebond même après plusieurs mois. Donc c'est des patients qu'il faut suivre à long terme. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas arrêter le traitement si il y a eu une atteinte des organes cibles. Donc s'il y a déjà une atteinte des organes cibles, on ne peut pas arrêter le traitement, même si la pression artérielle a été normalisée ou bien un petit peu, elle est revenue dans les normes. Je vous remercie.